suis dit, c'est un truc de fou. Je suis un peu impulsif comme ça des fois, de temps en temps. Bold, c'est comme un enfant, quoi. Au cheval, c'est un tueur. Les clopes, je pense que c'est un peu de ma faute. Sans être prétentieux, il aurait dû gagner 4 prix d'Amérique. Allez, le clap. C'est parti. Merci Sébastien de nous accueillir, c'est parti? Bah oui. Pour un Bonjour. grand entretien, bonjour. On va parler pendant presque une heure, une bonne heure. On va revenir sur votre parcours, vos chevaux, ce qui vous a marqué. Ça a été compliqué d'accepter l'interview ou pas? Bah, compliqué au départ, j'avais dit non au départ, parce que je me suis dit c'est peut-être un peu trop de le faire, un peu trop tôt de le faire maintenant. Je me suis dit c'est peut-être dans 10 ans, on va faire dans 10 ans, comme ça j'aurais fait une carrière un peu plus aboutie, et puis voilà. Donc, Vous trouvez qu'elle n'est pas aboutie là déjà la carrière? Bah, j'ai que 53 ans, donc je peux tenir encore le coup, on va dire 10 ans, donc on ne sait jamais. Donc ça peut être un peu plus complet. On va revenir sur votre enfance, on va dérouler un petit peu votre vie. Vous êtes né en 72 à Antares, près de Bordeaux. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand on parle de l'enfance du petit Sébastien? J'ai un souvenir d'une vie normale, d'une enfance normale, des parents normaux. Ma mère travaillait dans une pharmacie, mon père travaillait au port de Bordeaux. Et puis moi, j'étais à l'école normale, je jouais au foot l'après-midi ou le mercredi ou le samedi, ça dépendait des moments. Et puis voilà, c'était toute une vie à peu près normale. Ouais, simple. Très simple, oui, voilà. Ouais. Un enfant turbulent, studieux, il était comment le petit Sébastien, studieux. qu'on l'imagine un peu? J'étais un peu turbulent, ouais, j'aimais bien aller dehors, tout ça. L'école, bon, normale. Parfois, j'ai fait l'école normale jusqu'en 4e, et après, donc, je rentrais à l'école de Graigne. Mais autrement, c'était une enfance normale. À l'âge de 14 ans, il va falloir prendre une décision. Pendant un moment, c'était peut-être cuisinier, puis finalement, c'était jockey. Alors à l'époque, je me rappelle très bien, c'était que quand on arrivait en 6e, souvent ils demandaient qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard. Ouais. Donc souvent, les jeunes, ils veulent faire pompier. Moi, j'ai dit tiens, cuisinier, pourquoi pas. Alors, ma mère s'était renseignée, une école de cuisine, c'était à Talence, je crois. Il y avait une école à l'époque. Et après, ça a vrillé quand je suis rentré en 4e. Comme j'allais souvent au PMU avec mon père, parce que mon père il allait souvent au PMU avec ses copains, boire un coup, faire un quintet. Et donc c'est peut-être là que j'ai commencé à aimer les courses peut-être. Et puis c'était un grand ami à Richard de Necher. À l'époque, Richard de Necher, c'était le caïd de Bordeaux, là-bas, il gagnait tout avec la famille Trèche. Donc j'allais souvent aux courses avec mon père. Quand j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, il m'emmenait aux courses avec lui. Et donc là, j'ai commencé à peut-être aimer les courses à ce moment-là. Et à un moment, donc, j'ai marqué driver sur le papier. Alors ma mère, c'est quoi driver? Elle ne savait pas. Alors mon père, mais si, c'est driver de chevaux de course. Donc elle s'est renseignée où est-ce qu'il y avait une école de jockey. Donc à 14 ans, je suis parti à l'école de Graigne. Ça se passe comment? Parce que tout minot, comme ça, à 14 ans, partir loin de chez soi, un je me rappelle nouvel très, très bien environnement. comment ça s'est passé, parce que le soir, il me dépose, c'était Jean-Marie Bétaux, c'est un entraîneur qui était du côté de Charente-Maritime. Donc mon père me met dans la voiture, il me dépose dans le camion. Donc je partais, je voulais à 9h, 10h le soir, mais Jean-Marie Bétaux n'était pas encore arrivé. Donc les chevaux étaient embarqués. Donc moi je vais dans la sellerie, je dors un peu sur la malle. Et mon père me dit ben, salut. Et puis Jean-Marie Bétaux monte dans le camion et me ramène en Romandie. Voilà. Et après je suis jamais trop revenu chez moi. C'est pas dur? Bah dur, je sais pas, c'était sympa parce qu'après je suis arrivé chez des amis que mon père connaissait, monsieur et madame Blottière, qui avait un entraîneur privé qui s'appelait Patrick Lallemand. Et donc moi je suis arrivé stagiaire là-bas, mais je connaissais déjà ces gens-là. Donc c'était des amis à mes parents. C'est moins violent du coup. Voilà, exactement. Après, bon, il y a eu un problème, c'est que Patrick Lallemand a eu un accident dans son prise de force. Donc sa carrière était terminée. Donc moi, il fallait que je retrouve un patron. Et donc monsieur et madame Blottière connaissaient Marcel Charriot. D'ailleurs, Marcel qui a formé Bruno Marie, Philippe Daugeard et puis moi, et Alain Lolodé, donc un super formateur. Donc là, j'ai repris mes valises, je suis parti chez Marcel. Et donc là, je suis encore tombé sur un entraîneur. C'était une vie familiale, quoi. Donc j'étais un peu le gamin Il vous a tout appris, Marcel Charriot? Ah, tout, ouais. Tout. Je suis arrivé là-bas, j'avais peut-être 15 ans et demi, 16 ans. Donc on débourrait les poulains, on faisait tout, qualif, première course. J'allais les anniversaires avec eux, ils m'amenaient manger chez des amis avec eux. J'étais un peu comme leur gamin, quoi. Ils avaient un fils, mais qui ne faisait pas du tout le métier. Et professionnellement parlant, il vous a apporté quoi?
Ah ben, c'était l'ancienne méthode. C'était une personne assez dure dans le boulot. Enfin, comment dire ça, j'étais bon à rien, quoi. C'était un peu leur langage à l'époque. Et après, mais par contre, après le midi, c'était fini. Hop, je mangeais une entrecôte avec lui. En fait, il savait qu'il fallait peut-être m'endurcir un petit peu, voir si j'allais tenir le cap, pour voir si dans le métier, ça allait tenir à long terme. Parce qu'il me disait, c'est un métier très dur que tu as choisi. Alors, quand on est gamin, on ne sait pas si ça va aller ou pas. Enfin, on est un peu naïf comme ça. Donc, je pense qu'il m'a bien appris, ouais. Vous gardez des bons souvenirs? Ah oui. Ben, après, le truc, c'est que dans mon premier prêt d'Amérique que j'ai gagné, il est venu me voir et il m'a chopé comme ça. Il était assez petit. Il m'a dit, t'as vu, je t'ai bien dressé. Donc, en fait, il savait ce qu'il faisait, quoi. Et voilà. Après, j'ai eu la chance après derrière de gagner le prix d'Amérique, mais lui, c'était un peu son rêve peut-être de le gagner. Et puis vis-à-vis par rapport à moi, c'est un peu grâce à lui, quoi. Fier, voilà. Ah, il devait être fier. Vous allez rester uniquement chez lui? Vous n'avez jamais voulu évoluer ailleurs? Non, parce qu'en fait, c'était une personne qui était très professionnelle. Il faisait tout bien. Alors, pas une grosse écurie, il n'y avait que 20 chevaux, mais c'était une méthode méthodique, tout le temps la même chose. Très, très professionnel, donc je me suis dit, je vais pas aller voir ailleurs, et puis voilà. Vous avez des modèles à l'époque? Des drivers, ou d'entraîneurs, ou de chevaux, enfin je sais pas. L'époque, c'était l'époque de Ourasi. Ouais. Donc, genre les Goujon, la famille Lévesque, ceux qui gagnaient tout à l'époque, hein, les Goujon, les Lévesque, Monsieur Dubois, Jean-Pierre Dubois, à l'époque, il faisait un premier, deuxième, troisième, quatrième, des groupes 2, des groupes 1, il raflait tout, hein. Donc c'est les Bijon, enfin les Dreux, toutes ces écuries-là. Hein. Donc après je suis arrivé derrière un petit peu, mais c'était mes modèles, ouais. Mais c'était Ourasi, c'était Maclobel à la télé, ces grands champions-là. Est-ce que ça a été simple l'intégration pour un gamin qui n'est pas issu du sérail dans ce milieu? Comment c'était? Ça a été assez facile parce qu'après, je suis parti de chez Marcel Chériot, j'avais 21 ans. Donc je suis passé professionnel, à l'époque c'était 35 victoires. Donc j'avais gagné moitié montée, moitié attelé. Et il y a un monsieur Dauphin, Albert Dauphin, donc l'éleveur des Montfort, qui me dit, tiens Sébastien, je cherche un jeune entraîneur, donc je te loue des box et je te mettrai des chevaux. Donc il avait à peu près 35 poulinières. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai loué des box là-bas, j'avais une maison sur place, il avait fait une piste. Et là, monsieur Dauphin me confie à peu près, pas tout, hein, peut-être 20 poulains tous les ans. Et c'est là que j'ai commencé à entraîner des chevaux, et c'est parti comme ça. Oui, parce que vous êtes installé très vite entraîneur. Mais pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi, en fait. J'étais un peu insouciant, peut-être, un peu, et puis j'avais l'opportunité. Marcel me dit, mais non, t'es fou, ça va pas aller, tu vas couler la cabane. Enfin, ouais, je me suis dit, merde, je suis jeune, je verrai bien plus tard. Enfin, quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop. Hein. Donc, j'y étais, puis ça a marché, tout de suite. Très vite, en effet, il y a eu tout s'est mis en place, il y a eu des bons chevaux. Le premier, c'était Granit de Montfort. Je me rappelle très bien, ce cheval-là, c'était un premier cheval que je débourre, c'est lui. Et puis il me fait gagner 3-4 courses à Vincennes, donc des groupes 3 avec José Herbeck. Et c'est là que M. Dauphin me dit, Sébastien, écoute, je sais que tu drives, bon, pas trop mal, enfin normal quoi. Il me dit, mais vaut mieux que tu laisses ta place à des drivers, et, parce que comme ça, tu n'auras pas trop de reproches par rapport au propriétaire. C'était très rare à l'époque, enfin c'était quand même assez rare, on ne faisait pas forcément appel à des mais lui était un peu visionnaire peut-être, M. Dauphin. Ouais. Et parce qu'il était souvent au Club Uranie, tout ça, avec des groupes propriétaires, et il voyait comment ça se passait. Donc là, je l'écoute, donc je mets José Verbeck sur mes chevaux, Jean-Michel Bazir, avec Ipsos de Montfort. À l'époque, Jean-Michel il commence à percer. C'est un peu lui c'est là qu'ils sont venus les pilotes avec Joss. Ils sont un peu les vrais pilotes. Voilà. Ouais. Parce qu'avant, c'était davantage les entraîneurs, éleveurs, entraîneurs, drivers. Et toutes les casquettes. Et donc voilà, et maintenant ça a changé tout ça. Et il avait raison, M. Dauphin, c'est plus simple, on a moins de pression peut-être sur les épaules d'avoir juste une seule casquette, celle d'entraîneur, et pas avoir les deux casquettes. C'est peut-être mieux, alors quand c'est vos choix, vous, mettons, on va prendre un exemple, à l'époque, mettons les Bijon ou les Dreux, eux ils sont éleveurs, propriétaires, drivers, donc s'il n'y a pas de reproche. Si ça se passe mal, disons que c'est propre reproche. Ouais, c'est ça. C'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand vous commencez à driver pour des propriétaires, là, il peut avoir un problème. Donc, à la limite, entre guillemets, le fusible, c'est déjà le driver. Si ça se passe mal, après, ça peut être moi. Il peut y avoir des fusibles avant moi. Si le cheval est bien entraîné, forcément. Évidemment. Voilà. Vous allez poser vos balises ici, d'ailleurs, à Ménil-Bérard. Pourquoi ce choix?
Pourquoi ici déjà et pourquoi ce choix? Parce qu'on cherchait une ferme à l'époque et donc on a visité quelques fermes. Et puis là, il se trouve l'endroit déjà qui est pas mal, le coup d'œil, avec l'étang, tout ça, c'était sympa. Après, le souci, c'est de faire la piste parce que c'était un peu en dévers. Et là, Monsieur Dumoulin, à l'époque, qui faisait les travaux, me dit Sébastien, tu devrais faire une piste en montant comme ça et le long de la route. Donc je me dis, personne n'avait ça, quoi. Donc j'ai dit, bon, on essaye. Et puis d'entrée, ça a marché, quoi. D'entrée, ça a marché. Alors, on a suivi la route, c'était un peu en zigzag. En montant, donc ça faisait travailler les chevaux. Parce qu'on est quoi? On est au début des années 2000 quand vous achetez ça. ici. Hein. Ouais, 2000, 2001, par là. Vous mettez combien de temps à bâtir l'endroit, le centre d'entraînement, etc. Ah ben c'est assez rapide. Hein. Tout de suite. Au départ, c'était pas en lice. On avait mis des piquets d'acacia avec des fils blancs. Voilà, on a refait les box, le bâtiment, la toiture était enlevée, donc on a refait la toiture, on a refait les box. C'est un bâtiment, un beau bâtiment en pierre. Hein. Il y avait peut-être, je sais pas, des moutons dedans ou je sais pas quoi. Donc on a cassé le plafond, on a gardé la belle charpente, on a fait des box dedans. On a fait des box au-dessus. À l'époque, j'avais que 20 box. Hein. On a fait des paddocks à l'extérieur. Et puis, au départ, on n'était que 3 hein, à travailler. Donc c'était vite fait. Démarrer combien de chevaux? J'avais peut-être une vingtaine de chevaux. Mais d'entrée, je tombe sur des super chevaux, quoi. Je tombe sur Prince d'Espace. Et là, ça a tout changé, quoi, parce qu'il me fait gagner plein de Groupe 2. C'était le meilleur de la génération. 8 groupes 2. 8 Groupe 2 à peu près d'affilée. Après, il n'y avait que Paul Pin qui me barrait la route pour les groupes 1. Mais bon, c'est un choix qui a pris 700 000 euros très très rapidement. Je tombe sur Prince de Montfort qui prend 1 million d'euros, qui est placé de groupe 1, qui gagne à Solvala montée. Vous avez même participé au Prix d'Amérique en 2008 avec Prince d'Espace. Exactement, c'est moi qui le drivais. Ouais. C'était un bon souvenir. Après, j'ai pas trop de souvenirs. Comme j'avais pas la première chance, je me suis dit, tiens, je gêne personne déjà. Et c'est l'année où Moll de Corta gagne, je crois. Et puis après, j'ai fait la course tranquille. Son propriétaire disait, Daniel Gelin, c'est pour le fun. Hein. Pour vous aussi, c'était le fun ou pas vraiment? Ouais, pour le fun, moi, j'ai aucune pression. Voilà, me faire plaisir et puis essayer d'être 7e. Bon, je termine, je crois, 9e. Mais bon. Et aujourd'hui, la pression, vous la gérez comment? La pression, ça assez bien. En fait, le truc, c'est quand je me dis que mon cheval est bien prêt, que je sais que le cheval, il vole au boulot, je me dis, en principe, ça va bien se passer. On va des fois des mauvaises surprises. Hein. Mais voilà, autrement je suis assez serein quand... Aussi bien les jours précédents que le jour même? Après, vous dormez bien, enfin, après, je dors bien, ouais, quand tranquille. on a un favori de Prix d'Amérique dans les mains, ça va? Ouais. Tranquille, ouais. Après, le cœur bat un peu plus vite quand le moment du départ se donne. Là, je me dis, bon, il faut que ça se passe bien, on s'imagine des scénarios, tout ça. Mais quand on a le meilleur cheval à la course, souvent, ça se passe pas trop mal quand même. Vous avez des places fétiches, vous êtes superstitieux, comment vous le vivez l'avant-course? Alors au début, je regardais les courses dans la petite guérite qui était à droite de l'entrée de piste de Vincennes. Mais il y avait une petite télé là, où ce sont les vétos. Mais il y avait toujours un décalage entre oui. Voilà, donc des fois, je gagnais la course et puis les gens, ils faisaient la grimace. Je dis, qu'est-ce que... J'étais au galop en fait, donc il y avait un décalage. L'horreur. Donc j'ai arrêté ça et maintenant, je regarde la course devant le grand écran. Voilà, tout simplement, au bord de piste. Alors, vous avez entraîné un grand nombre de cracks, on ne va pas tous les citer dans l'entretien, puisqu'on va parler de vous, Sébastien, pas forcément que des chevaux, mais il y a eu Rapide Lebel également au début des années 2000. Oui, Rapide Lebel, super achat d'André Batal et d'Alexandre Prévost. Super cheval compliqué à entraîner, il cassait les entraînements, un cheval un peu dur comme ça. Mais une fois qu'il était à Vincennes, c'était un tueur. Il avait une grande allure, il fallait gérer le départ, c'est tout. Mais c'est un cheval qui il prenait la tête, il prenait 20-30 mètres d'avance, et puis après, il fallait gérer Eric Raffin qui le drivait, gérer l'effort jusqu'au bout, mais il tuait ses adversaires d'entrée, quoi. Et puis cette carrière à l'international, du coup, avec lui. Ouais, il nous a fait gagner le circuit. On avait gagné 5 groupes 1 jour-là, cette année-là. Il avait été second d'Elite Club, battu par un repêché, alors ça arrive jamais, battu d'un nez par Brioni. Il était second au Canada, battu par Sunpel, pareil, battu de rien. C'est des victoires que j'aurais pu gagner, mais bon, on était battu de peu. C'est marrant ça, parce qu'il a gagné quand même énormément de courses, mais vous retenez des petits trucs où il est battu de peu. Ouais, c'est ça. Parce que c'était des grandes courses et puis l'Elite Club, je me dis, l'année d'après, on va leur gagner. Sauf que l'Elite Club,
quand le cheval il est bien, il est bien. Souvent l'année d'après, on est moins bien. C'est rare de gagner 2 années d'affilée. Et en plus, c'est un cheval compliqué à partir. Et puis après, le cheval était un peu moins bien, donc il donnait tout, quoi. Donc on a raté le coche. Et après, il y a eu Roxane Griff. Ah, mais Roxane Griff, donc elle a duré longtemps. C'était une super jument. Elle a fait de 2 ans jusqu'à 10 ans. Il y a eu des hauts, des bas, mais bon, elle a quand même pris plus de 3 millions d'euros. Elle a fini sur une 2e place à Vincennes, montée. Gagné 2 Cornuliers, prix de Paris. Ça, c'était une jument attachante et puis une craque, quoi. Elle voulait tout bien. Yves Bertrand, propriétaire éleveur de Roxane Griff, dit de vous, vous pensez, cheval, que vous voyez tout en un clin d'œil. Vous êtes d'accord? Pas un clin d'œil, je sais pas trop. Après, j'essaye quand je qualifie mes poulains ou quoi, des fois je les connais pas. Donc c'est moi qui qualifie tous mes poulains à Caen, par exemple, je dis un exemple. Et là, j'essaie de me projeter un petit peu par rapport au cheval, à la qualif ce que je ressens dans le cheval, ce que me disent les gars aussi. Et des fois, après la qualif, je me dis, tiens, celui-là, il a quelque chose quand même qui sort de l'ordinaire, ce que les gars, des fois, m'ont pas dit, quoi. C'est quoi? C'est du ressenti? C'est de l'œil? C'est quoi? C'est un tout? Ouais, du ressenti. Et puis j'imagine le cheval, 1 an après ou dans 2 ans, il va avoir pris de la force, il va être encore plus puissant. Et puis je me dis, tiens, déjà avec les qualités qu'il a, il devrait performer un peu mieux et faire un super cheval. Vous êtes réputé calme, posé, jamais dans la colère. C'est votre force? Des fois aussi, des fois Si, je gueule un peu. des fois, quand même. Ouais, si. Je suis un peu impulsif comme ça des fois, de temps en temps. Mais après, bon, aux courses, on va pas faire non plus le sauvage, on va rester calme. J'essaye de rester calme quand même. Mais après, bon, c'est pas facile. C'est un métier dur quand même. C'est un métier avec beaucoup de pression quand même. Il faut rester aussi calme. Ça reste qu'une course de chevaux aussi. Mais bon, des fois, il faut gagner la course. C'est quoi un métier dur pour vous? C'est quoi, en quoi est-ce que ce métier est difficile plus qu'un autre? C'est un métier dur parce que le truc, c'est que vous pouvez travailler de la même façon pendant la même façon, donner la même nourriture, faire le même rituel, faire tout pareil, et votre cheval va gagner. Et puis d'un coup, le cheval ne gagne plus. On ne sait pas pourquoi. Et puis des fois, l'écurie ne gagne plus, alors qu'on a tout fait pareil. Alors des fois, c'est peut-être une maladie, ou des fois, c'est un problème de drive, ou des fois, il y a des fois la malchance. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi, des fois, tout roule bien. Voilà. Par rapport à notre métier, je ne sais pas, vous êtes boulanger. Boulanger, si vous travaillez bien, vous faites toujours le même pain au chocolat, le même gâteau, vous allez avoir la queue chez vous, les gens vont venir, et puis ça marche bien. Que les chevaux, c'est pas pareil. Des fois, ça peut être bien, on peut être au top pendant 5-6 ans et puis avoir une baisse. Et puis, il faut des bons chevaux, il n'y a pas à tortiller, il faut les bons chevaux. Vous remettez en question quand ça ne se passe pas bien comme ça? En question, bon, on cherche un petit peu, on se dit, tiens, c'est peut-être un problème de nourriture. Hein. Des fois, ça peut arriver, le foin ou la paille ou une maladie, donc on fait des examens, tout ça. Et puis après, je me dis quand même, des fois, les chevaux, ils ont leur niveau, et puis des fois, c'est des chevaux, c'est pas des champions, puis voilà, point final. Hein. Tout simplement. On est battu par meilleur. Ouais. En 2014 arrive Bold Eagle. Bon, on connaît, je ne sais pas si on le connaît tous, mais enfin on le connaît sans doute. Que voyez-vous en premier chez lui? Bold Eagle, déjà, j'ai la chance de les récupérer, que Jean-Étienne Dubois part en Australie. Il vient de gagner le groupe 2 en battant Brillantissime, dans toutes ses couleurs, mais M. Pilarski l'avait déjà acheté à ce moment-là. Et là, Jean-Étienne Dubois dit, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein, ce cheval-là, il faut le mettre chez Garato parce qu'il a une ligne droite en montant, et par rapport au cheval qui est un peu en bleur, il irait bien là-bas. Donc M. Pilarski m'appelle avec la famille Bernerot, qui avait acheté le cheval, et me confie le cheval. Et là, le cheval, forcément, je récupère un crack en devenir. Hein. C'était le meilleur 3 ans de la génération qui allait devenir meilleur 3 ans. Et donc je le travaille au début, et là, oh là là, je me dis, compliqué l'affaire. Un peu en bleur, un peu particulier comme cheval. Il passait à l'amble, il faisait des fautes un peu bizarres. Pas bonne bouche, un peu ce qu'on voyait aux courses, un petit peu des fois, un peu avec des manières. Et puis d'un coup, le cheval, les propriétaires m'appellent, M. Pilarski me dit, alors le crack va bien? Je dis, le crack, c'est souvent un bon cheval. La douche froide un petit peu au téléphone. Bon, j'ai dit, je vais un peu l'astiquer un petit peu plus, on va voir. Et puis après, quand j'ai commencé à monter dans les tours, le cheval, c'était un tueur. Donc là, j'ai dit, là, on a un super champion. On entraîne un champion comme ça de la même manière que les autres? Pareil, j'avais la méthode, il travaillait avec Booster Winner, j'avais à l'époque Booster Winner et puis Bowler Love, enfin des chevaux comme ça, qui étaient des super chevaux déjà. Billy de Montfort qui était là. Et donc là, je commençais à le mettre avec.
Et là, je m'aperçois qu'en fait, il va beaucoup plus vite que ces chevaux-là, alors que les autres avaient déjà gagné groupe 1. Donc je dis là, ça sent bon là. Là, je dis c'est bon là, on a le champion. Alors avec ses 5 200 000 € de gains, il va devenir le deuxième trotteur français le plus riche de l'histoire. Il va remporter 2 prix d'Amérique, 4 René Ballières, au total 21 courses de groupe 1. Qu'avait-il de plus que les autres finalement? De plus, je pense que c'est le mental. Il avait un mental de tueur et puis en plus, il avait beaucoup de poids au sabot. Donc c'est très rare de gagner ces grandes courses-là avec le poids qu'il avait. Il a un combi-pad plus une paire de cloches devant. Il avait peut-être 350 grammes, voire un peu plus. Mais il lui fallait ça, puis il emmenait bien le poids. Et je crois qu'il avait un cœur terrible. Hein. Voilà, la génétique, on ne sait pas pourquoi que le cheval est comme ça. Il pouvait aller devant, il démarrait bien. Caché, il avait une pointe de vitesse terrible. Et quand il était vraiment, il a eu 2 ans, il était imbattable. Donc c'était vraiment un cheval particulier, enfin super, un cheval spécial quoi. Il était top. Il y a eu des courses exceptionnelles à Vincennes, on se souvient de... Il a gagné, je crois, un prix de Bourbonnais, je crois, où il était dans les derniers. Et là, il sort et il les a croisés, mais on avait l'impression que les autres c'était des réclamés. Je me suis dit, c'est un truc de fou quand même. Et il avait un turbo quoi. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est faite, on voit les flammes sortir du sulky. Et là, c'était un truc de fou. Même moi, quand j'étais sur la piste, je me suis dit, mais on ne maîtrise pas. L'entraîneur ne peut pas maîtriser ça. On maîtrise la condition du cheval, on l'entraîne, on se dit le cheval est bien. Mais on ne peut pas savoir qu'il va donner ça en course, en fait. Il y a un rendu terrible. C'est quoi la course la plus marquante pour vous? De ce cheval-là? Ouais. Bah, le premier prix d'Amérique, quand même. Parce que c'est quand même le premier prix d'Amérique que je gagne. Et puis là, il prend la tête en bas de la descente. Et puis il va au bout. Et là, c'était vraiment top. Paul Eagle qui repart maintenant. Paul Eagle, il n'est peut-être pas invaincu, mais il est aujourd'hui invincible. Paul Eagle, c'est le rêve qui se réalise pour Pierre Pielarski et Sébastien Garato. Vous ressentez quoi, vous? Ben là, on ressent que déjà, j'ai toute ma famille, mes oncles, mes cousins, ma famille autour. Donc là, ils me sautent dessus. J'avais la casquette un peu sur le côté. Ils étaient encore plus contents que moi, quoi. Et c'était vraiment un grand moment. Ouais. En plus, il y avait plein de monde aux courses. Et puis, c'est une course qu'il ne fallait pas perdre. Parce qu'en fait, le cheval était le grand champion. S'annonçait le grand champion de demain, quoi, on va dire. Et puis, il fallait battre Up and Quick. Je me rappelle. Et puis, il y avait un cheval ou deux qu'il fallait battre. Mais bon, sur le papier, on était vraiment au-dessus du lot. Donc là, j'ai dit qu'il fallait gagner, quoi. C'est presque un soulagement, du coup. Ouais, un soulagement, ouais. Parce que là, on se dit, on a gagné le prix d'Amérique déjà avec ce cheval-là, et puis donc on va peut-être en gagner un deuxième, et puis on loupe pas la carrière du cheval, en fait. Et on l'a pas loupé, quoi, parce qu'en fait, à part le crème des 4 ans où il était malade, mais après, il a tout raflé, quoi, pratiquement. Donc, sauf les Hitlop. Mais c'était un cheval, il était hors norme. Parce que Bold, le matin, un premier cheval qu'on va voir dans le box, c'est Bold. Est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il tousse pas, est-ce qu'il a bien mangé? C'est comme un enfant, quoi. Et quand on perd le cheval, on le met aux étalons pour qu'il soit étalon, il y a un vide. À chaque fois, vous couriez pour gagner. C'était important pour vous, pour les propriétaires, d'être présents, et même dans les phases préparatoires? Ben moi, je pense que je pars du principe, quand vous avez le champion des champions, comme j'ai eu avec FaceTime aussi, le truc, c'est qu'on ne peut pas... déjà, les gens se déplacent des fois à Vincennes pour voir ce cheval-là. C'est la pub un peu du trop, quand même, à l'époque. Il y avait FaceTime, il y avait Bold, d'autres chevaux, mais c'est quand même, les gens viennent voir Bold Eagle. Donc on ne peut pas les décevoir en disant, ben non, aujourd'hui c'est une course de rentrée, on va être 5e, quoi. Non, non, donc le cheval, en plus, il était toujours bien, quoi. Même à 50%, il gagnait. Donc voilà. Donc moi, pour moi, le principe, quand vous avez un crack, le crack doit gagner la course. L'Elite Lope, ça reste un regret? L'Elite Lope, ouais, je pense qu'avec le recul, on n'aurait pas dû faire ça avec ce cheval-là au départ. C'est-à-dire qu'on aurait dû se déplacer, courir un groupe 1, donc prendre l'avion, faire un groupe 1 en Norvège ou je ne sais pas où, sur une seule course, voir comment il allait se comporter. Que le Elite Lope, c'est 2 courses. Et donc, comme ça, on aurait pris tout le monde confiance, le driver, le cheval, moi, et après, on n'aurait peut-être pas fait les erreurs qu'on a fait dans l'Elite Lope. Parce que l'Elite Lope, on la rate, je pense que c'est un peu de ma faute aussi. Le cheval, je lui mets l'œillère descendante, des bouches-oreilles, déferré derrière, enfin on le met à 100% pour la première course. Et là, il bat le record de la piste. Bold Eagle, Örnen går bara undan. Upp som andra, 8 Resolve. Så han imponerar. Bold Eagle. 2 9 ans. En plus, à l'époque, les drivers avaient droit à 2 chevaux.
Donc là, Kihlström, il drivait un cheval, il nous a fait mal le premier coup pour nous faire mal, parce qu'il savait qu'il allait driver l'autre cheval, Nuncio, dans l'autre course. Donc c'était un peu, voilà, il y avait tout le monde était un peu contre nous, et sauf que nous, on est parti un peu la fleur au fusil, on s'est dit, tiens, on va... Parce qu'il est quand même exceptionnel dans cette batterie qualificative. Ah ben là, il touche pas terre. Il touche pas terre, et puis il baisse les œillères, il raccélère pour finir, mais là, je pense que c'était un peu le coup de grâce. Donc là, le cheval avait tout donné, je pense. Et puis après, je suis revenu au box, on l'a lavé, tout ça, on l'a donné un peu à manger, et pour que le cheval rentre dans sa tête et reparte sur notre course. Et donc tout va bien, le cheval bien récupéré, il rentre en piste, il fait demi-tour. Ouais, j'ai dit là, c'est pas bon. Il voulait plus trop y aller. Il dit c'est fini. C'était un cheval un peu particulier comme ça. Puis ils prennent du temps à partir, et puis le cheval il part sans gaz, et puis toute la course il est battu. Toute la course il est battu. Et là, Timoko prend la tête, et puis il va au bout. Donc voilà, il était courageux il finit 4e ou 3e. 4e. 4e, battu aux abords du pot pour la 3e place, mais si c'est un cheval normal, il est mort dans le dernier virage. Il revient quand même au courage, mais c'était une course dure là. Ouais. Parce qu'il gagne cette batterie qualificative, c'est le roi du monde. J'imagine que dans les écuries, vous devez vous aussi ne pas toucher terre entre la déjà, je me suis dit là, on va finale. gagner. Alors déjà, je croise Franck Nivard, il me dit comment je vais faire pour la perdre. Donc j'ai dit bon bah là, je lui ai dit quand même, méfie-toi, il reste quand même une deuxième course, on ne sait pas comment il va réagir. Et puis même M. Pilarski, il voit Richard Westering, il dit bon bah c'est déjà pas mal si t'es deuxième. Vous êtes sûr? Bah là, on prend une casquette derrière, terrible. Mais bon, c'est comme ça les courses. C'est dur. Alors justement, cette finale, vous la vivez mal, forcément, il part battu, donc... Donc il part sans gaz. Là, je me rappelle, j'ai regardé la course au milieu du champ de course, aux abords du poteau d'arrivée, là, sur l'herbe. Et là, il part, et là, je fais demi-tour. Il fait 300 mètres, 400 mètres de course. Et là, j'ai dit, là, c'est pas bon, il n'a pas de gaz. Et je commence à faire demi-tour je suis rentré au box, en fait. J'ai traversé la piste et j'ai regardé la fin de la course avec le public. Donc, je savais que c'était foutu. Je sentais que mon cheval n'était pas comme d'habitude. Donc, c'était cuit. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc vous repartez au box, et après, parce qu'il y a aussi M. Pilarski, ça doit être pareil, ça doit être la douche froide. Franck Nivard aussi, ça doit être la douche froide. On prend une claque terrible, et puis après, on se dit, ben voilà, il avait tout donné à la première batterie, et puis c'est tout. Hein. Et voilà. Après, on y retourne l'année d'après, et là, des faux départs, enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Un bordel monstre avant la course. Et là, premier virage, il fait la faute. Il démarre vite et il fait la faute, il passe un peu à l'ombre au galop, mais déjà un peu trop nerveux, un peu trop dans le truc. Enfin, c'est pas un bon souvenir, Hitop. C'est pas terrible. Ça reste une course que vous voulez gagner? Que je voudrais gagner? Ah bah oui, je voudrais gagner. Après, il faut le cheval. Hein. J'aurais peut-être pu le gagner avec FaceTime, mais on l'a pas couru. Donc on n'a jamais été. Bolt, on aurait pu le gagner, mais on l'a été battu. Rapide, j'aurais pu le gagner, battu sur le poteau avec un cheval repêché. Ça, c'est jamais vu ça. Donc, je suis noir. Mais peut-être qu'un jour, je vais le gagner avec un cheval. Je pense que je ne l'ai pas dans les box pour le gagner, mais on ne sait jamais. Peut-être que dans quelques années, j'aurai un cheval pour gagner le club, et puis voilà. Alors vous dites souvent les chevaux font les hommes. C'est une phrase que vous dites régulièrement. Bah oui, parce qu'il faut quand même les bons chevaux. Après, si vous êtes le meilleur du monde et le plus grand entraîneur ou driver ou quoi, si vous avez des mauvais chevaux, c'est comme si vous avez une Ferrari à driver ou alors une 2 chevaux. Vous n'allez pas driver vous n'allez pas doubler la Ferrari avec une 2 chevaux. Hein. Donc faut quand même les chevaux faut de la chance hein, quand même un petit peu. Qu'est-ce qui vous ont apporté, vous, les cracks à titre perso, tous ces chevaux, tous ces bons chevaux? Ça m'a apporté déjà, comment dire ça, l'expérience un peu. Et je me dis quand même, c'est grâce aux bons chevaux qu'on gagne des courses et puis que c'est la chance d'avoir ces chevaux-là, c'est une chance terrible, c'est tout. Hein. Avec le recul, on s'est dit, quand on les a, on se dit, oh, c'est un peu normal. Pas normal, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se dit, bah putain, c'est pas mal, c'est un métier facile. Puis après, quand on les a plus trop, c'est pas pareil, la musique. Donc il faut de la chance. Très vite, vous avez intégré le top 10 des entraîneurs, vous avez gagné les belles courses à Vincennes, etc. Quel rapport entretenez-vous du coup avec vos collègues? Bon, au début, collègues, ouais, ça se passe très bien, hein, de toute manière, il n'y a pas de jalousie, je pense pas. Il y a peut-être des gens jaloux, mais bon, moi je n'étais pas trop forcément. Moi je fais ma vie normale, je vais à Vincennes, je gagne des courses. Ah, il y a un moment, c'était même un peu insolent. À un moment, ça a gagné à outrance. Et ça, on a un truc qu'on ne maîtrise pas trop en fait. Hein. On se dit, pourquoi ça gagne là en ce moment à fond?
Et des fois, même des fois, les chevaux, je les travaillais moins fort qu'avant, je gagnais pareil. Et je pense qu'il y a eu un moment où c'était vraiment la folie, quoi. Mais c'était, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, en fait. Mais les collègues, ça se passait très bien. Ça se passe toujours très bien. Toujours très bien, ouais. Il était très proche de Franck Hanne. Bah oui, Franck, c'est un super copain. On a commencé ensemble en tant qu'entraîneur au Radjiné, dans le même bâtiment. Et super copain, parrain de ma fille. Et puis on a eu au début c'est un peu les galères. Hein. Et puis voilà, c'était un super mec, persévérant dans le travail. Il m'a beaucoup appris ça en fait. Moi j'étais un peu olé olé, on va dire, tranquille. Et puis lui vraiment, il donnait la chance aux chevaux, mais vraiment jusqu'au bout quoi. Il lâchait rien quoi. Et j'ai vraiment appris avec lui un peu. Olé olé, ça veut dire quoi? Plus décontracté que lui, on va dire. Lui était vraiment anxieux, très anxieux, un peu malade avant les courses. Alors des fois, je lui disais, bon, Franck, tranquille, c'est qu'une course de chevaux, hein. Ça va aller, ton cheval est bien, ça va aller. Ah non, ça lui tournait les ventres un petit peu, tout ça. Mais après, un super professionnel. Hein. Vous avez encore d'autres amis très proches dans les courses comme ça? Comme Franck, pas forcément. Après, j'en ai plein. J'ai Eric Raffin, on est copains, David Thomas. Ouais, des copains, mais peut-être pas la même amitié. Après, on est loin, donc on se voit de temps en temps aux courses. Mais Franck, on était vraiment proches, voilà. Parlons de FaceTime Bourbon. FaceTime, il arrive donc tout jeune ici, je le qualifie. Et là, 3 ans commence à être bon. Et là, il y a M. Pilarski, il me dit ça va être dur de retrouver un Bold Eagle. J'ai dit, je crois que j'en ai trouvé un autre. Et là, il me dit, oh non, c'est pas possible. Et là, c'est FaceTime Bourbon. Et je ne m'étais pas trop trompé quand même. Il aurait pu ne jamais venir ici, d'ailleurs. FaceTime FaceTime, oui, parce que c'est un cheval qu'on achète chez M. Galqueux. Déjà, on va chercher, à la base, on doit acheter Express Bourbon, un ready cash qui avait pris 80 000 €, que les Italiens veulent acheter. Mais les Italiens, je ne les connais pas, M. Soma, tout ça, je ne les connais pas. Donc, il m'appelle, on se déplace pour voir M. Galqueux, pour acheter ce cheval-là, que j'ai entraîné moi là. Et M. Galqueux il fait un prix, donc ça ne se fait pas. Et M. Galqueux dit, tiens, j'ai un poulain à vendre, un ready cash. Venez le voir, il est dans le paddock, là. Donc on se déplace, on va dehors, dans un petit paddock. Le cheval, je me rappelle, il tournait autour de nous, comme ça. Tac, petite cabane, un petit cheval B. Bon, ils font le prix, on l'achète. Ready cash, mère Love You, impeccable. La mère, en plus, je l'avais entraînée. Jugement de vitesse. Et là, c'est FaceTime Bourbon. Mais là, je sors du haras avec ma voiture. Et là, j'ai un coup de fil. Et il me dit, Sébastien, j'ai appris que tu avais acheté le Ready Cash, FaceTime Bourbon. Ouais. Mais t'as vu les aplomb qu'il a? Bon, les aplomb, j'ai rien vu du tout. J'ai pas fait gaffe, la patte est un peu tordue comme ça. Il a une jambe en X. Voilà. Ça, normalement, c'est rédhibitoire. On n'achète pas un cheval comme ça. Vous savez, des fois, les costauds, ils marchent un peu comme ça en X. Mais le cheval était pareil un peu. Et là, je me dis... les Italiens, je les connais pas. On verra bien. Le cheval, on l'a acheté en route. Et puis le cheval, on le débourre. Et puis il s'avère que le cheval, il fit 16 et quelques. Mais enfin, l'histoire, je l'ai racontée à M. Soma après. J'ai dit... c'est fou, hein. Vous aviez acheté un cheval tordu et je vous l'avais pas dit. Vous ne l'aviez pas vu? Je l'ai pas vu, du tout. Donc voilà. Je l'ai vu qu'après. Comme quoi, c'est le destin, parfois. Hein. Alors des fois, ça me fait bien marrer, les ventes et tout ça. Les gens, ils veulent des chevaux au cordeau, bien droit, tout ça. Tous les bons chevaux que j'ai eu, tous les rats que j'ai eu, ils étaient tordus. Donc Bold, il avait un pied beau devant à gauche, avec donc un pied un peu, vous appelez pied de mulet, ça s'appelle, qui était sur les talons comme ça. J'avais Roxane, était cagneuse, Rapide Belle, cagneux. Lui, FaceTime, il était panard à droite et genou en X comme ça, à gauche, et il ne se touchait pas. Donc je me dis quand même, il n'y a pas de règle, et donc il faut essayer les chevaux, puis après, ça va ou ça va pas. FaceTime, c'est le cheval d'une vie? Mais FaceTime, c'est pas comme Bold Eagle. Bold Eagle, on l'a confié, il était déjà clé en main, et super cheval. Que FaceTime, on a tout fait, quoi. Le cheval était débourré chez M. Galqueux, et ensuite on l'a récupéré, on l'a qualifié ici. Je l'ai débuté moi-même à Montier-en-Der. Il battait Féline Cash, le cheval à Philippe Allaire. Ouais. Il est parti golo, Féline Cash, heureusement, peut-être qu'il m'aurait battu. Et donc, voilà, 2 super chevaux, je gagne. Et après, je l'ai confié à David Thomas. Il gagnait une super course à Enghien. Et là, le cheval, déjà, il sortait de l'ordinaire. Il y avait un truc. Visuellement, à la télé, j'ai dit là, il y a quelque chose. Puis après, le cheval, il a fait sa carrière. Alors, une carrière express, malgré tout. Ouais,
Déjà, le problème de ce cheval-là, c'est qu'après sa deuxième, troisième course à Vincennes, il gagne et est distancé après enquête. Coup de patte. J'ai dit mince. Et on le fait voir au vétérinaire, et le vétérinaire me dit il a un problème dans un pied, un ligament dans le pied. C'est dégénératif, donc on ne peut pas le soigner. Il dit ça va durer 6 mois. J'ai dit 6 mois, putain, merde. Et donc, le cheval, en fait, le truc, dès qu'on le faisait trotter en main, il faisait un peu ça, feintait un peu. Dès qu'on mettait le harnais, il volait. Ah, j'ai dit là, c'est un truc de fou. Donc, comme c'est dégénératif, on n'a rien à faire. Donc, on court, on gagne, on regagne, on regagne. Ça a duré 2 ans et demi, le truc. Et en fait, le dernier boulot que j'ai fait avant le Prix d'Amérique, je l'allonge et en fin de boulot, hop, il boite, mais il se met à boiter pas comme d'habitude, quoi. Là, vraiment, comme s'il avait marché sur un caillou, une épine. Et là, j'ai dit, oh, c'est pas bon. Et là, il rentre un peu en boitant. Donc, le ligament, en fait, il s'était effrité vraiment fort. Et donc, on a arrêté avant qu'arrive une catastrophe. Alors ça, c'était en janvier 2022. Il était grandissime favori pour le Prix d'Amérique, pour un 3e sacre. Hein, ouais, je pense que là, il dans le Prix d'Amérique. Courait pas tout seul, mais je veux dire, les premiers Prix d'Amérique, c'était beaucoup plus dur. Et quand on voit l'arrivée du Prix d'Amérique, on les avait battus à chaque fois de 15-20 mètres. Donc, ouais, je pense que c'est un cheval, franchement, sans être prétentieux, il aurait dû gagner 4 Prix d'Amérique. Parce qu'après, l'année d'après, c'est Hookerberry qui gagne. Hookerberry, à chaque fois, on le tuait net. Donc, bon, après, il est 6, c'est facile à dire, mais je pense que c'est un cheval, il aurait dû faire comme Ourasi. Je pense. Par rapport aux adversaires qu'il devait abattre. En fait, ce cheval-là, il ne voyait pas le poteau. Bold, il avait ce côté un petit peu. C'était un cheval un peu féminin. Il louinait, il était un peu précieux comme cheval. Que Festheim, il couchait la tête comme ça, il se mettait à l'horizontale et puis il allait au poteau, il ne voyait pas le poteau d'arrivée. Hein. C'était un super cheval, un mental terrible. Quelle est pour vous, pareil, la plus belle course de Festheim? La plus belle course, le premier Prix d'Amérique aussi. Pareil. Parce que là, en fait, il n'a que 5 ans, il faut battre les Bazirs. Et en haut de la montée, les Bazirs font 1, 2, 3, ils font barrage. Et nous, on est comme ça, derrière. Je me dis, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, heureusement, il y a Johan Le Bourgeois qui drivait le 2e cheval, Vivid Oisies, à M. Soma. Il était partout au galop, pas distancé. Et là, il met un tir terrible en montant. Il double les 3 Jean-Michel Bazir. Et là, donc, ça fait un peu un petit remous. Et là, nous, on voit l'ouverture à la corde. Goup, il voit l'ouverture à la corde. Et là, il met un coup de géré terrible. Puis il gagne de 2 longueurs. Et là, je vois encore, il pleuvait. Mon cheval, je ne voyais pas trop. Je me suis dit, on est enfermé. Puis d'un coup, je vois une casaque jaune surgir à la corde. Et puis là, c'est fait. Avec Festheim Bourbon et puis Paul Miguel, le vieux champion qui essaie de lutter pour les premières places. Avec les Bazirs maintenant qui ont pris l'avantage. Mais attention, car Björn Goop à la corde est en train d'accélérer. Björn Goop avec le phénoménal Festheim Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Et il est incroyable. Festheim Bourbon s'impose dans cette édition 2020 du Prix d'Amérique. C'est un bon moment, ouais. Super moment. Vous parliez tout à l'heure de Björn Goop, Jos Verbeek, Jean-Michel Bazir. C'est vrai que vous avez toujours fait appel aux plus grands. Quelles sont vos relations avec les drivers? Vous leur laissez carte blanche? Comment vous gérez tout cela? Les drivers, c'est carte blanche souvent. Après, on parle un petit peu de tactique de course quand même. Mais souvent, ça se fait. Enfin, je veux dire, je ne vais jamais empêcher un driver de quitter le navire, en gros, de mon cheval pour partir ailleurs, parce que c'est quand même leur métier, c'est leur gagne-pain. Donc, ils sont là pour gagner leur vie. Donc, il y a certains entraîneurs, ils le prennent mal quand un driver quitte leur cheval pour prendre un autre cheval. Moi, je me dis, mettons, je sais pas, j'ai dit un exemple, Eric préfère mener un autre cheval, je me dis, c'est normal. Il sent que c'est l'autre est meilleur, donc je me fâche pas. Même s'il peut se tromper, comme ça peut être le cas par le passé avec un... Ça peut arriver, mais après, bon, c'était avec des fois... Ouais, mais bon, à l'époque, c'est un contexte. Il drivait pour Philippe Allaire, il y avait Feliciano à driver, il avait Gotland, il avait des super poulains à driver, donc lui, il voit le global. Et que Festheim n'était pas encore arrivé, Festheim Bourbon comme à 100%. Mm. Mais là, il s'est loupé. Il a quand même drivé à la fin. Même au Hara, Festheim va devenir exceptionnel. Festheim, oui, exceptionnel. En plus, là, c'est le top étalon en ce moment. Et en plus, il tombe dans le moment où, malheureusement, Reddy Cash disparaît. Love You, il vieillit. Gus Malou n'est plus là. Prodigious, pareil, vieillissant. Et donc, il y a un creux de génération. Et lui, il prend le relais de Reddy Cash.
sans qu'il n'ait pas encore arrivé au niveau des rédicages quand même. Hein. Mais c'est un peu, voilà, aujourd'hui c'est un peu le top étalon. Ça fait quoi d'entraîner les produits de vos cracks comme ça? Bon, super content, hein. On mise un peu là-dessus d'ailleurs. Hein. Je fais un peu d'élevage là, donc on essaye de faire des options avec Festin Bourbon, avec des bonnes juments, essayer d'entraîner des... Puis j'ai la chance de tomber sur Crack Tamatou, qui est fils de Festheim, Franck Jo, fils de Festin Bourbon, donc j'ai eu la chance d'entraîner pratiquement les deux meilleurs fils de Festin Bourbon, donc j'ai eu la chance quand même. Justement, vous développez la partie élevage maintenant? Un petit peu, ouais. On a acheté des bonnes juments, j'ai acheté la sœur de Festin Bourbon, Julie Bourbon, une J qui n'a pas été qualifiée, qui a un problème de genou. J'ai racheté la part à M. Angelke, j'étais associé avec lui. C'est une jument que j'ai envoyée aux États-Unis pour faire des poulains américains pour les vendre. C'est que de business là. Parce que la jument elle va coûter cher, donc il faut la rentabiliser parce que M. Angelke, il ne fait pas de cadeaux. Hein. Il est dur en affaires. Ouais, il aime les sous. Mais on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci. Et puis j'avais acheté la sœur de Billy de Montfort aussi, Émilie, qui est une jument qui a performé à Vincennes. Là, je viens de racheter Isla Jet, une Bold Eagle qui était une bonne jument de course, qui a gagné groupe 2 ou 3 déjà. Des bonnes juments, voilà. J'avais Brisbane Dubourg qui a gagné groupe 2. Donc on a essayé d'avoir 5-6 juments qui sortent de l'ordinaire un petit peu, pour aussi faire des bons shows pour l'avenir, pour mes gamins. Voilà, on va voir, on verra. Ouais, c'est ça. Dans quel objectif en fait l'élevage? Du business? Au départ, oui, pour payer les juments, parce qu'elles ne sont pas données déjà. Ouais. Hein, on emprunte pour les acheter déjà. Donc on essaie de rembourser tout ça en faisant des bons croisements et en vendant des bouts de poulain. Ça, je m'associe avec des clients à moi. Ça, cette partie élevage, c'est avec votre épouse, Anne? Voilà, ouais, elle s'occupe de l'élevage un petit peu, tout ce qui est talent, tout ça, ouais. D'accord. Et à la maison, du coup, vous travaillez un peu en famille? Ouais, c'est ça, c'est un familial, on est associés. Parce qu'il y a Adrien également qui est présent. Adrien, ouais, qui vient donc à l'entraînement avec moi, qui a gagné quelques courses là cette année, que j'essaye de faire un peu mon système à moi. Voilà, il sait driver, il sait gagner des courses, mais j'essaie qu'il fasse un entraîneur correct. Après, voilà, il faut un peu de chance qu'il ait des bons chevaux. Il aura le niveau qu'il a, mais il est courageux, déjà c'est pas mal, travailleur, donc c'est le principal. Il y a donc votre fille que vous disiez Alors Lise a fait ça aussi, elle est arrivée là, elle faisait le CSO au début, l'école normale, CSO. Elle a monté un peu chez Écart, chez Delaveau, ouais, donc elle a fait quelques grosses écuries. Puis après, elle m'a dit, tiens, j'aimerais mettre avec toi. Donc je l'ai formée un petit peu, et puis là, elle va débuter l'année prochaine. Donc elle monte un peu les chevaux à la promenade, elle travaille les chevaux attelés avec moi, et elle va commencer les courses attelées. Mais elle se débrouille bien, les deux ont fait CSO et ça leur fait une bonne approche pour les chevaux. C'est une bonne école, ça aussi. C'est important pour vous que les enfants soient investis dans l'écurie? C'est important. Même s'il y a un autre de vos fils qui n'est pas du tout dans les courses. Hein. Jérémy, il a acheté un PMU, lui, à Cambremer. Alors les gens qui veulent boire un petit verre, ils peuvent s'arrêter à Cambremer. Et super, et donc ça lui plaît bien. D'ailleurs, son PMU s'appelle le Boldy. Hein, on pense à Bold Eagle. Et donc, c'est une affaire qu'il a achetée avec sa femme, super, ça se passe très bien. Vous êtes un papa comment? Exigeant, encourageant, moi, omniprésent? Quand ils sont dans la cour, je ne fais pas de différence entre si c'est mes enfants ou mes employés. J'essaye de leur dire la vérité quand ça ne va pas, je gueule un petit peu. Et après, je les encourage quand ça va bien. Mais j'essaye d'être assez droit et puis voilà. Vous ne reproduisez pas le même schéma que vous avez pu recevoir à l'écurie? Non, ça ne marchera pas. Après, des fois, je mets un petit coup de pression quand même. Hein. Voilà. Et puis, mais après, quand ça se passe bien, je leur dis ça, super, bien travaillé, vous avez fait du bon boulot, le show était bien présenté. Voilà, il faut que quand même tout soit après bien fait, quoi. Quand vous regardez votre parcours, c'était pas écrit d'avance que vous seriez parmi les plus grands entraîneurs français du trot. Qu'est-ce qui vous impacte le plus quand vous regardez dans le rétroviseur? Ce qui m'impacte le plus depuis avec le recul, déjà c'est passé très vite, déjà. Il y a 25 ans en tant qu'entraîneur, déjà, bon, je ne suis pas encore fini, mais bon, voilà. J'ai eu vraiment, on va dire, on fait des années assez irrégulières. Après, il y a eu un pic de forme, on va dire, de l'écurie et des chevaux. Pendant 5 ans, c'était vraiment la fièvre, on va dire. Hein. L'année des B, l'année des R, j'ai eu que des champions les uns après les autres.
Malgré que maintenant je ne me plains pas, j'ai Is de l'Armaker, Frank Jo, Crack Time Atou, enfin voilà, ça tient un peu pas la route, mais bon, là avant c'était vraiment, ça enchaînait vraiment, et je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Même des fois on me confie un cheval, hop. Ça vous surprend, ça, j'ai l'impression. Ouais, ça me surprend, ouais. Des fois je me sens un peu gêné des fois. Par rapport aux autres, à un moment donné, je me dis, putain, j'ai un peu de chance quand même. J'ai eu de la chance quand même, il faut dire ce qui est. J'ai l'impression d'avoir Jean-Pierre Dubois 2, moi. Que de la chance. Si, il y a du travail. J'ai l'impression des fois que c'est comme si c'était un destin un peu. C'est écrit. Des fois, je me dis quand même, c'est un peu de chance quand même. J'ai eu la chance pas mal de fois quand même. Donc voilà, faut les bons chevaux et puis voilà. Parce que c'est vrai, Bold Eagle, si Jean-Etienne part en Australie, il garde son cheval et puis il gagne les courses avec lui. Festam, si on va pas là-bas faire le business pour Express Bourbon, ben on n'a pas ce cheval-là. Si je le vois tordu, ça se trouve, je le prends pas. Donc, il y a un peu de la chance quand même. Mais c'est ça aussi la vie, c'est à chaque fois des choix qu'on fait ou des non-choix qu'on fait. Voilà, monsieur Madame Bertrand vient de me voir, je ne les connaissais pas du tout, me confie Reine Griff et Roxane Griff. Et Roxane, c'était Roxane. Alexandre Prévost et puis André Battal, je me rappelle un vendredi soir, je suis à Vincennes. Il me dit, tiens Sébastien, voilà 2 chèques, il y avait 2 chèques de 60 000 €. On a acheté Rapide Lebel. Rapide, je ne connaissais pas, c'était un cheval de série, voilà. Il a fait des retours terribles, il part au galop souvent, mais c'est un Hongre, va l'acheter à la famille Mégissier. Donc le samedi matin, j'étais chercher le cheval, je donnais le chèque à monsieur Mégissier, et il me dit, c'est un bon cheval, ça fera un cheval de GNT. Donc c'est un cheval, un Hongre, 120 000 €, c'était déjà de l'argent à l'époque. Et puis il s'avère que c'est un crack. Donc il faut de la chance, voilà. Il faut rencontrer les gens au bon moment, et puis des fois on ne les rencontre pas, puis des fois on n'a pas les chevaux, puis voilà. Vous avez plus de 2500 gagnants, vous avez été sacré tête de liste à maintes reprises, beaucoup de groupes 1, 4 prix d'Amérique, 6 prix de sélection, 6 prix René Ballière, 3 critériums des jeunes, 4 critériums des 3 ans, 3 critériums continental, 2 cornuliers, 3 prix des élites, je ne vais pas tout énumérer évidemment. La course qui vous manque aujourd'hui, que vous voulez absolument gagner? La course, il y en aurait 2, peut-être. À 2 même. À 2 parce que une. Monsieur est gourmand. Non. En France, le prix de Vincennes, j'ai failli le gagner avec Roxane Griff, elle était poteau-galop. Elle était poteau-galop à 100 mètres du poteau, elle luttait avec un cheval à Franck Leblanc. Et donc on ne sait pas si on aurait gagné, mais peut-être. Donc celle-là, j'aimerais bien la gagner quand même. Et puis le prix Albert Vielle aussi, je l'ai gagné une fois, mais distance après enquête, et Cupierre, j'ai gagné. Donc je ne l'ai jamais gagné du coup. Donc ces 2 courses-là, j'aimerais bien les gagner. Et puis l'Elite Lopp quand même. L'Elite Lopp, si un jour j'ai le cheval pour le gagner, ce serait pas mal. Parce que l'ambiance, et puis c'est une grosse course à gagner, ce serait bien. Vous êtes fixé des objectifs? Pas forcément, mais ce serait bien de les gagner. Comme ça, les groupes 1 en France, je les aurais pratiquement tous gagnés. Donc ce serait bien. Il vous en manque 4. 4, donc j'ai pas. En France. Parce qu'après, ils en ont rajouté de nouveaux aussi. C'est ça. C'est pour ça. C'est des pièges. C'est pour voilà, vous c'est des maintenir pièges. dans le. Monsieur Barjon a rajouté des groupes 1, donc. Après, c'est pas très grave, je m'en fous. Déjà, c'est pas mal ce qu'on a fait avec les Cucuries, les gars. C'est un truc d'équipe. Et on ne s'est pas loupé non plus trop souvent. Dans les groupes 1, on est souvent là, donc c'est pas mal. Vous avez d'autres passions que les chevaux? Alors, la passion, j'aime bien le foot. Donc, j'aime bien suivre le foot à la télé. J'aime bien tout ce qui est sport un peu quand même. Les résultats, ça peut être, je sais pas, la Formule 1, ça peut être n'importe quoi. J'aime bien suivre les classements, les pilotes, les jours de foot, les mercatos, ce qui se passe, les classements. J'aime bien tout ça, quoi. Vous suivez un club en particulier? Vous êtes supporter? À l'époque, c'était Bordeaux, mais là, ça va mal de chez mal. Ils sont descendus en national. Retournez votre veste. Plus d'oseille. Non, mais voilà, c'est des Girondins de Bordeaux. À l'époque, quand je suis parti ici, c'était vraiment les Caïds. Maintenant, c'est Paris Saint-Germain. Voilà. Vous allez là, vous faire ceux qui gagnent. C'est ça. On dit que vous aimez bien aussi les bonnes bouffes avec les copains, faire la fête. C'est quelque chose qui est important. Vous êtes un épicurien? Oui, déjà, c'est un métier où vous aimez bien tous faire la fête, parce que je suis entouré que de gens qui aiment bien boire des verres et puis bien manger. Voilà, donc on est entouré de ces gens-là. Dans les shows, on est un peu fêtard quand même un petit peu. Donc oui, des fois, quand on à Vincennes ou quoi, quand il faut boire un verre, quand on gagne une course, puis j'aime bien participer à ceux qui gagnent aussi. Donc mettons, je sais pas, j'ai un exemple, quand c'est Thomas ou Eric ou Damien Bonne ou qui gagnent ou Jean-Michel qui gagnent, on boit un coup avec eux, on fête leur victoire à eux. Puis quand c'est les miennes, j'aime bien faire participer. C'est une soupape aussi pour vous? C'est un métier dur, il faut quand même essayer de relâcher la pression un petit peu. On ne se rend pas compte comme ça, mais quand ça se passe bien, on est content de fêter ça un petit peu. Il ne faut pas trop abuser.
Mais bon, J'avoue. on passe des bons moments, puis on s'entend bien, on rigole bien. C'est super, quoi. Vous êtes un compétiteur discret. C'est votre nature, ça? On entraîne des chevaux de course, hein, tout simplement. Hein. Donc il faut rester à sa place, et puis voilà. Après, on a quand même de la pression. Hein. La pression au niveau finance, tout ça, il faut quand même tenir la route. On embauche des gens, il faut faire attention à ça quand même. Vous parlez de business, d'ailleurs. Quel est votre rapport à l'argent, vous? L'argent, normal. Bon, tant que la carte bleue marche, ça va. Enfin, non, c'est vrai, ça, je déconne, mais au début, j'avais toujours l'impression qu'elle ne marchait pas, là, quand j'ai commencé ou quoi. Ah, je me dis, pourvu qu'elle passe la carte. J'ai toujours un peu ce truc-là. Et puis maintenant, c'est plus facile. Enfin, elle marche, oui, elle marche. Faut pas faire des gros trucs, mais quand même, j'ai moins l'impression de ça. Mais moi, tant que je peux manger un coup avec les copains, m'acheter un pull, m'acheter un jean, une paire de chaussures. C'est quoi le plus gros cadeau que vous êtes offert? Le truc un peu... Plus gros cadeau? Ouais, Ah non, j'ai pas de gros cadeau, non. Des fois, je vais à Deauville, par exemple, je m'achète des fringues. Ou un cheval, ou je sais pas, une voiture, un voyage. Quel est le truc le plus fou que... Non, une voiture, oui, une voiture, voilà, mais c'est pas le truc que je pense le plus, non. Il n'y a pas un garage avec 8 Ferrari en bas, là? Non, je veux pas de ça, non. Bon, une belle voiture, c'est sympa, mais voilà, après, c'est pas non plus le... Il n'y a pas un truc comme ça qui... Non, là, je serais peut-être plus à acheter peut-être une jument ou un truc comme ça avec un gros pédigré, quand même, la génétique. Parce que je m'aperçois d'un truc, c'est que c'est quand même ça qui prime le plus, la génétique. Quand on voit Bold Eagle, c'est une génétique que M. Dubois a montée, son fils a repris, enfin, c'est à 40 ans d'élevage. Les Bourbons, pareil. Vous ne gagnez pas des prix d'Amérique. Les Davidson Dupont, les Dupont, j'ai tout gamin, c'est pareil, 50 ans d'élevage. Vous prenez tous ces chevaux-là. Donc on ne gagne pas le prix d'Amérique ou ces grosses courses-là avec des... Ça va être dur pour les petits éleveurs si on n'a pas trop de génétique à gagner les grosses courses. Vous pouvez gagner le GNT, des trucs comme ça. Mais les gros groupins et compagnie, c'est souvent la génétique qui parle. Donc plutôt investir dans les juments qui ont du papier. Et justement, quel regard vous portez sur l'évolution du trot? Parce que c'est pas terminé. L'évolution du trot, ça a changé énormément déjà avec les sulky. Là, ça change avec les sulky américains. Ça a changé avec l'intervalle training, avec les gens qui travaillent en ligne droite. La génétique, les drivers qui ont changé. Donc tout le monde s'est mis à niveau. Et puis donc les courses vont beaucoup plus vite. Et la moindre erreur en course, vous la payez cash, quoi. Au lieu d'être 2e ou 3e, vous êtes 6e. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Et tout coûte cher, donc il faut faire attention. Comment vous voyez les courses de demain? Vous êtes inquiet, optimiste? Comment vous les voyez? Les courses de demain, je les vois... je pense que le système, il est bien, il est beau. Tout marche. Les champs de course sont magnifiques en France. Le programme est bien fait. Alors, il y a quelques rajouts de faits qu'ils ont refait. Et c'est bien, mettons le jour des critériums, au mois de septembre, c'est sympa, c'est bien. Donc ça, c'est sympa. Mais après, ce qu'il faut, c'est le PMU qui marche. Je suis inquiet parce que je vois que les chiffres d'affaires baissent. Ils risquent de baisser les allocations quand même. Donc, faut faire attention. Pour investir, faut faire attention. Si un jour, je sais pas, on court, au lieu de courir pour, j'ai une connerie, pour, mettons 6 000 € en province au premier, si un jour c'est à 3 000 € au premier, ça va pas aller. Hein. Il y a des gens qui vont fermer boutique. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Ouais. Il faut que le PMU se reprenne en main. Mais après, les gens, il faut qu'ils jouent aux courses aussi. On ne va pas mettre un pétard sur la tente des gens pour qu'ils jouent aux courses. Hein. Vous croyez que les courses, ça plaît toujours autant? Le produit course, je pense peut-être qu'il plaît un peu moins qu'avant, ouais, peut-être. Les gens, ils préfèrent peut-être le MMA, ils préfèrent peut-être le foot à bloc. Hein. Et je sais pas, peut-être qu'on passe sur les mauvaises chaînes aussi. On devrait passer sur... À l'époque, quand j'étais jeune, je me rappelle, Pierrette Bresse, elle passait sur TF1 ou Antenne 2, il y avait toujours 30 secondes, une minute, il parlait du quintet, du arrivée de course. Mm. Les courses faisaient partie du patrimoine français, et que là, maintenant, les courses... des fois, il faut chercher la chaîne déjà. 174, 72, on ne sait même plus. Hein. Donc, je sais pas, faudrait passer sur les grosses chaînes déjà. Que les gens... et peut-être faire aussi une série Netflix aussi, sur les courses. Ce serait pas mal. Ils ont fait ça sur la F1, tout ça, c'est sympa. Peut-être faire des films aussi, 4-5 films sur les courses, sur les entraîneurs, monter une petite histoire. On a des bons acteurs. Philippe Allaire, quand il est nerveux comme ça... Non mais c'est vrai, non mais je rigole, mais ça peut être sympa, les gens vont peut-être aimer ça. Pourriez-vous investir politiquement parlant dans les courses? Moi non.
Non, non, parce que je suis pas assez... J'ai pas fait assez d'études, tout ça, je pense que non. Voilà. Après, on peut donner quelques idées. Et sur les hippodromes ou sur... non plus, vous ne donnez pas non plus d'avis, vous préférez rester en retrait? Ouais, je reste en retrait, et je pense qu'il ne faut pas se plaindre, tout va bien quand même. Hein. Quand, toujours, le dimanche dernier, j'étais à Châteaubriand, vous arrivez, c'est magnifique, hein. Tout est beau, la piste est belle, tous les box sont beaux. Enfin, j'étais voir en Italie, c'est catastrophique là-bas. Et tout en ruine, même en Suède, tout ça. En Suède, c'est quand même pas pareil, mais les vestiaires sont moins beaux c'est moins beau qu'à Vincennes. Enfin, faut pas se plaindre en France, tout est magnifique. Sauf qu'il faut que ça dure, il faut que le PMU tienne bon et puis qu'on ait l'oseille pour que les courses soient alimentées, c'est tout simplement. Je crois qu'il faut 400 millions d'euros pour le trot et 400 millions d'euros pour le galop. Donc tant qu'il faut ces chiffres-là, on est pas mal. C'est quoi la philosophie de vie de Sébastien Garato? La philosophie de vie de Sébastien Garato, c'est peut-être d'être assez cool, de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre, de croire en soi. Enfin, je veux dire, peut-être un message des jeunes qui veulent faire ce métier-là, il faut y croire, parce que moi, je suis parti de rien, puis j'ai réussi à faire ça quand même. C'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. J'ai raté des trucs aussi, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça. Donc, croire en ses rêves un petit peu, et puis voilà. Donc, je pense que c'est ça. Être tranquille, cool, et puis pas avoir de jalousie envers les autres, faire son truc, pas s'occuper des autres surtout. Et puis ça se passe bien comme ça. Ce sera le mot de la fin. Merci Sébastien. Merci. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci.